Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour la première émission d'Antenne Ouverte, une émission mensuelle qui ouvre l'antenne à la voix des Nantraliens. Donc nous sommes ici pour vous proposer des cartes blanches. Donc j'ai l'honneur de vous présenter les Nantraliens qui sont actuellement autour de la table. Bonjour Elias, de quoi allez-vous nous parler? Bonjour Guillaume. Eh bien écoutez, je vais vous faire part d'une grande leçon que j'ai retenue ces dernières semaines. C'est à quel point on a tendance à remettre les choses au lendemain, alors que l'on sait que l'on n'aura pas le temps de les faire. Alors on se cherche des excuses. Oui, non mais je dois faire ceci maintenant. Très bien. De quoi allez-vous nous parler, Quentin, tout à l'heure? Eh bien, bonjour. Je vais vous parler des sportifs islandais de ces dernières années, en particulier de l'équipe d'handball d'Islande. Pour ma part, après une pause musicale, je vous proposerai une chronique média qui date un peu, d'où son nom à contretemps, au sujet de la fusion ratée entre TF1 et M6. Et on terminera avec une archive humoristique du club de Nuclérez. Donc, c'est parti. Alors, Elias, je vous laisse carte blanche. Je ne veux surtout pas mettre de la pression à nos auditeurs, hein. Mais à l'heure où je vous parle, je suis sûr que certains sont déjà en train de peaufiner je ne sais quel diapo, compte rendu TP ou mini-projet. Alors, je crois que mon ressenti doit être partagé par tous, hein. On se lève, je ne sais comment, la tête dans le cup. Je ne sais pas quel réveil vous mettez, mais écoutez, moi, mettre le même air chaque matin, ça me déprime un peu. Alors, un peu d'originalité, j'ai appelé un groupuscule d'élèves pour mettre au point une sorte de réveil commun, hein. C'est pas la première chose que l'on met en commun dans cette école. Seulement, eux, c'est tout le contraire de moi. Vous voyez, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, je remets tout au lendemain, et là, ouf! Je ne connais pas beaucoup qui aimeraient être à ma place. Eux, vraiment, exceptionnellement, ils s'y sont pris vraiment à l'avance. Peut-être même trop en avance. Peut-être qu'ils se sont pris 5 heures en avance, en fait. Et que mon idée de faire un réveil musical en association avec la fanfrale n'a pas eu l'effet escompté, malheureusement. Enfin, pas moi, c'est la saison qui veut ça, qu'est-ce que vous voulez? Les nuits se rallongent, autant que nos nuits à nous se raccourcissent, parce que dormir moins, c'est vivre plus longtemps, vous pourrez nous remercier. Merci Elias pour cette chronique décalée, assumée comme on dit. Je vous en prie. Donc, on vous retrouve en spectacle. Oui, exactement. Vous savez, j'ai entendu parler d'une boîte de consulting dans laquelle il se trame des choses effrayantes, si je puis dire. Vous avez envie d'en savoir plus? Eh ben, venez voir la comédie d'Ascali-sur-Seine le 3 février, salle Coligny à 20h. Merci. Et donc, tout de suite, enchaînons avec avec un texte tout à fait différent. Donc, Quentin Leboeuf, vous allez nous parler des sportifs islandais. Oui, c'est un peu plus axé sur le sport. Mais, à première vue, si je parle de l'Islande à un centralien, on va me répondre que c'est un pays avec la nature, des paysages magnifiques, du tourisme, des stations thermales comme le Lagon Bleu, ou encore des volcans. Mais il ne faut pas oublier que ce petit pays d'à peine 350 000 habitants est un pays de sport. On se rappelle tous du clapping lors de l'Euro 2016 en France. Il faut rappeler que 27 000 Islandais étaient présents dans le stade à ce moment-là, ce qui équivaut à 8% de la population du pays. C'est vraiment incroyable. Mais également, c'est une fabrique à champions. On peut citer Gudni Valur Gudnason, qui est un spécialiste du lancer de disque et qui a obtenu une médaille d'argent à un championnat d'Europe récemment, ou encore Thor Bjornsson, l'acteur que l'on a tous vu dans Game of Thrones et qui joue la montagne. Et ce personnage mérite ce surnom. 2,5 m, 200 kg. C'est ce qu'on peut appeler un beau bébé. Et il est le recordman du soulevé de terre en powerlifting avec 501 kg soulevés. Un exemple pour tous les culturistes. Et oui. Mais le plus impressionnant reste à venir.
Si vous ne le saviez pas, le championnat du monde de handball a débuté le 11 janvier et l'équipe d'Islande fait figure d'outsider pour la médaille finale. Ouh. Et oui, parce que le handball est considéré comme le sport national et c'est pas pour rien. Outre la victoire face à la France à l'Euro 2021, 29-21, ils comptent 22 participations au championnat du monde. Ils sont médaillés d'argent au JO de 2008 et médaillés de bronze au championnat d'Europe de 2010. L'Islande a vraiment fabriqué des légendes du handball, parmi lesquelles on peut citer Valur Sigurdsson, qui avec près de 1900 buts marqués en équipe nationale, est le meilleur buteur de l'équipe nationale islandaise, mais pour que cela parle aux auditeurs, il faut mentionner d'autres exemples. On peut citer Nikola Karabatic, qui est sans doute l'un des plus grands handballeurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand, et qui n'est qu'à 1250 buts en sélection nationale. C'est tout simplement incroyable. Et par exemple, Mikael Guigou, qui joue le même poste que Gudjon Valur Sigurdsson, n'est qu'à 1000 buts. Ouais, donc l'Islande est au handball ce que le Brésil est au foot. On pourrait dire. Oui, et surtout individuellement, parce que au niveau collectif, ils ont moins de titres, par exemple, que la France ou le Danemark, mais ça reste quand même très solide. PA champion. Ouais. Et également Aron Palmarsson, qui collecte plus de 35 trophées en club, ce qui est tout simplement incroyable. Et cette tradition islandaise de fabriquer des champions au handball ne s'arrête pas là, car Viktor Hallgrímsson, un Islandais d'à peine 22 ans, gardien de but, vient d'obtenir le titre de sportif de l'année en Islande, et je pense qu'on le verra à l'œuvre lors de ce mondial. En conclusion, on peut dire que si vous devez faire des paris sportifs, l'Islande est un très bon choix pour gagner un petit peu d'argent. Merci Quentin. Donc moi je connaissais principalement les handballeurs français avec Thierry Omeyer principalement, et donc maintenant je découvre les handballeurs islandais. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Je suis très content de partager ma passion avec vous. Très bien. Donc maintenant c'est à moi, mais avant je vais vous proposer une petite pause musicale. Franz Ferdinand qui va vous mettre le feu, si je puis dire. Now there is a fire
c'était Franz Ferdinand avec This Fire. Donc maintenant c'est l'heure de ma chronique. Et la fin de la range chanson. tout. Oui. Oui, on range tout avant la fin de la chronique. Allez, on remballe. Mais bon. À contre-temps, puisqu'il s'agit d'un événement qui s'est passé en octobre de cette année. Donc, avec un peu de retard, d'où le nom de la chronique à contre-temps, de l'ancêtre du streaming, un média trop peu utilisé aujourd'hui, la télévision. Est-ce que vous connaissez autour de la table? Oui. J'en ai entendu parler, oui. Parce que le streaming, c'est un peu devenu la télévision, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai que ça a majoritairement remplacé. Enfin, je sais, pour moi, c'est le cas. Après, je sais pas pour vous. Donc, tout d'abord, le projet que je vais vous présenter date de mai 2021. Donc, à cette date, deux géants de la télé, et que vous connaissez certainement, TF1 et M6, ont présenté leur projet de fusion. Pourtant, en septembre 2022, le projet a été annulé. On peut logiquement se demander que s'est-il passé? Peut-être qu'ils ont trop forcé sur Malcolm. Non, le mariage semblait trop beau. TF1, M6, ce couple de chaînes apparaissait pourtant comme l'alternative idéale face aux géants de la VOD que vous connaissez sûrement comme Netflix, Amazon Prime, ou encore Disney+. Joséphine Ange Gardien et Christina Cordula. Face aux séries comme Game of Thrones. Mon cœur balance. Que choisir? Plus sérieusement, cette volonté de marier ces deux chaînes est une question économique. Comme toujours, vous me direz. Tout l'intérêt est de bien pouvoir rivaliser avec les services de la VOD du point de vue publicitaire. Il est même vu comme essentiel aux yeux de Nicolas de Taverneau, comme vous pouvez écouter. Et Ceux qui refuseraient cette conciliation prendraient un grand risque dans l'audiovisuel français, je le dis solennellement devant votre commission, car aujourd'hui, face à ces plateformes, face à la concurrence internationale, face à la concentration de la production, je pense qu'il n'y a pas de risque dans ce métier de concentration. Donc c'était de Nicolas de Taverneau face donc aux parlementaires du Sénat. Pourtant, il y a moins d'un an, le projet semblait être sur de bons rails puisqu'il était soutenu par le gouvernement, évidemment sous réserve de validation des autorités et compétentes. Cette fusion ne m'inquiète pas, d'autant qu'elle d'abord elle n'est pas finalisée. Moi, ce que je note aussi, c'est que nous avons besoin de groupes forts dans l'audiovisuel privé qui assurent des programmes gratuits de qualité. Donc c'était Roselyne Bachelot sur France Info, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et pourtant, patatras, un an plus tard, l'autorité de la concurrence rend son avis. Et 75% du marché publicitaire français et 3,4 milliards de chiffre d'affaires, c'est visiblement trop pour l'autorité de la concurrence. En effet, elle préconise en septembre qu'en cas de fusion, le groupe unifié se débarrasse de TF1 ou de M6. Donc, on s'est réunis, on a délibéré et on a conclu que l'opération n'était pas possible en l'état, puisque elle aurait créé un acteur qui aurait été ultra dominant sur le marché de la publicité télé. 70%. Plus de 70% sur le marché de la publicité télé, qui aurait également eu un pouvoir de marché très fort sur la distribution par les fournisseurs d'accès Internet. Et donc c'était Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence. Finalement, l'autorité de la concurrence empêche le but de ces deux chaînes. Évidemment, ça ne passe pas du tout auprès de la direction de ces deux chaînes. Aussitôt, le projet de fusion est annulé. Un an est donc passé. Et on se retrouve au point initial, au point de départ. Qui veut de M6 Bertelsmann, le propriétaire de M6, se retrouve donc à écouter les offres des acheteurs. Mais le temps passe, car il y a une date à ne pas oublier, c'est que dès mars de cette année, et on arrive au renouvellement de l'autorisation d'émettre d'M6. Donc cette autorisation doit être renouvelée et interdit, par conséquent, tout changement de propriétaire pendant 5 ans. D'où cette deadline à ne pas dépasser. Tout le monde se manifeste alors, que ce soit un tandem baroque constitué de Xavier Niel et de Silvio Berlusconi, ou encore Stéphane Courby, bien connu dans le monde de la télé, et Rodolphe Sadet, Marc Ladré de la Charrière, d'ailleurs qui forment donc un trio qui semblait alors le mieux positionné.
Et là, dernier retournement de situation, M6 décide de ne plus vendre. M6 va rester comme appartenant au groupe Bertelsmann. En effet, ils vont jusqu'au bout de leur logique et refusent de vendre leur chaîne à un nouvel entrant, préférant ainsi le statu quo. Finalement, on n'a absolument pas bougé dans cette situation. Il y a eu une seule victime de cette affaire. C'est le PDG de TF1, Gilles Pélisson, qui a été limogé et remplacé par Rodolphe Belmer, venu de Netflix. La boucle est bouclée. Et voilà. Donc, on s'approche tranquillement de la fin de cette émission. Donc, Donc, pour terminer cette émission, je vous propose de remonter le temps, comme vous pouvez l'entendre à ce bruit d'horloge. Et donc, nous allons tout simplement découvrir une archive de Nuclérez, une vieille chronique qui est sortie des cartons. Donc, je vous propose d'écouter. Et tout de suite, il s'agit d'une chronique littéraire, mais rigolote à la fois. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans 50 nuances d'André. Ça faisait un bail, hein? Oh ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas raconté de conneries. Oui, mais il me tardait de dégobiller bien en face du micro mon bouillon de culture à base de littérature. Parce que oui, pendant les vacances, j'ai lu. Oui, j'ai lu. S'il y a bien une activité que j'aime après boire comme un trou, c'est lire, hein. Et donc, Grincheux, qu'est-ce que t'as lu, me dira le pirate, mon président chéri. Mais qu'est-ce que tu as lu, Grincheux? Qu'est-ce que t'as lu, connard, me dira Schizo, qui est un Qu'est-ce grossier que t'as lu, personnage. connard? Connard! Je vais tout vous dire. Après cette courte page de publicité. Vous voulez passer une soirée chic et sympa dans un bar tendance de Nantes, allez donc au Kafka, juste en face de l'école des Beaux-Arts de Nantes, un bar stylé où on peut admirer, et même pour les plus friqués, acheter des œuvres d'artistes indépendants de la région nantaise. Le Kafka, 2 rue Bossuet, ligne 2, place du Cirque. Ils t'ont payé combien pour ça? Ça ne te ça ne te regarde pas. Bon, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, c'était ce que j'avais lu pendant les vacances. C'était un ouvrage vraiment fascinant et bouleversant. Je me devais d'en parler. Et donc, je vous en parlerai encore et après une petite page de pub. Salut les jeunes! Vous aimez faire autre chose de votre vie que de regarder Game of Thrones en vous grattant les couilles? Vous aimez le bon gros son? Alors donc allez écouter les Six Toys à la scène Michelet le 26 ou 27 mai. 26. Un concert organisé par Culture au Burkina. Ouais! C'était la petite promo gratuite. Ah, ça fait du bien un peu de réclame, hein, vous trouvez pas? Non? Non, vous voulez vraiment que je fasse une chronique en bonne et due? Ce serait pas mal, ça ramène plus d'auditeurs, non? Je sais pas. Alors je vais vous parler de la dernière perle littéraire que j'ai trouvée, à savoir le menu de Pizza Hut. Mais quoi? Le menu de Pizza Hut. D'accord. Bouleversant, en effet. Le narrateur, un centralien de 22 ans qui a tout ce qu'il y a de plus banal, est en quête d'identité à 1 heure du coup d'envoi d'un match qui va sceller le sort du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après la branlée que leur ont affligé les Catalans à domicile le mercredi précédent, la défaite semble inévitable. Le narrateur sait qu'il devrait claquer son fric dans des mouchoirs et non dans une espèce de pâte de pain étalée sur laquelle repose le majestueux coulis de tomates et la solennelle mozzarella. Néanmoins, il se dit qu'il devra bien à un moment donné subvenir à ses besoins journaliers. Et donc il consulte désespérément ce qui constitue la liste des mets de cette chaîne de restaurants. Et là, j'aimerais vous lire un des passages les plus bouleversants de cette superbe épopée. Provençal, sauce tomate, mozzarella, thon, tomate fraîche, oignons frais et olive noire. Raclette, crème légère, mozzarella, pommes de terre, lardons et fromage à raclette. Il arrive à rendre ça seul alors que c'est pas... Nordique, crème fraîche légère, mozzarella, saumon fumé. Casbah, sauce tomate, mozzarella, double émincé de poulet, double astérisque, tomate fraîche, oignons frais et sauce blanche kebab. Dans la suite du roman, on saura que la double astérisque veut dire que la viande mentionnée est halal. Louisiane, cercle orange, cercle vert. On apprendra que ce maudit cercle orange veut dire que la pizza est sans porc et que ce putain de cercle vert veut dire que la pizza s'intègre facilement à une alimentation équilibrée. Non seulement l'auteur est précis, mais en plus il a de l'humour.
Le narrateur n'en peut plus, il s'interroge, il est absolument déchiré entre la Miami et la barbecue, entre la chèvre miel et la hawaïenne qui surgère, une touche d'exotisme au fin fond de cette banlieue parisienne, une évasion à base de une évasion à base de sauce tomate, mozzarella, jambon et double ananas. Le double ananas qui, on le rappelle, pousse sur le double baobab. Un arbre qui a l'étrange particularité de posséder un énorme tronc et une double racine sphérique à sa base, vous voyez. On l'appelle en langage scientifique l'Ananus vergus, qui, je le rappelle, pour les auditeurs qui n'auraient pas encore décroché, que ça n'a rien à voir avec la pratique du coït anal, hein, rien à voir. Panini lovers ou végétarienne, samouraï ou oriental, comme si un samouraï ne venait pas d'Orient. Le narrateur ne sait plus, il n'en peut plus. En un mot, le doute l'habite. Ça pour cette blague, je sais pas. Donc on me dira que j'ai écrit cette chronique juste pour pouvoir caler ce jeu de mots douteux à propos de vie. Mais non, Gaston, j'irai bien plus loin que ça, parce qu'au bout d'un moment même, le narrateur décroche. Même le narrateur décroche. Il choisit la Spicy Hot One sur un coup de tête, et il compose l'infâme numéro à 15 centimes la minute pour commander, et là, il tombe sur la serveuse. Il la connaît bien, il a eu affaire à elle plusieurs fois dans le passé. C'est une serveuse coriace. On ne la lui fait pas, elle. L'air mauvais, le regard froid derrière ses lunettes couvertes de graisse en fin de journée. Elle sait mieux que toi ce que tu veux. Néanmoins, le narrateur ne lâche rien. Il ne cherche pas la violence, mais il veut sa pizza. C'était donc une chronique datant de quelques années. Qu'en avez-vous pensé J'ai trouvé ça assez particulier, mais c'est original et j'aime bien. Franchement, il sait se rattraper. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait aucune idée pour la chronique, alors il a dit, il a récupéré vite, il faut que je parle d'un livre. Il a pris le livre, mais non, c'était le menu de Pizza Hut. On va aller. Bon, très doué. Allez, on va espérer je vais espérer atteindre peut-être un jour son niveau d'improvisation. Oui. Et bon. Il est déjà l'heure de fermer cette émission. L'antenne se referme, mais va se rouvrir d'ici peut-être un mois. Allez, on compte sur vos bonnes volontés pour rejoindre la bande de joyeux lurons qui est autour de la table. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée.